De tous les phénomènes naturels du système solaire, les comètes sont probablement ce que l'on retient le plus. Souvent capricieuses, elles peuvent, lorsque les conditions sont réunies, donner lieu à des spectacles aussi éphémères que magnifiques. Au fil des siècles, les comètes ont ainsi été omniprésentes dans l'histoire humaine, tant pour leur portée symbolique que le mystère qui les entourait il fut un temps. Mais avec l'évolution de la science, il est aujourd'hui possible d'anticiper les comètes, de comprendre leur fonctionnement et de se faire une assez bonne idée du spectacle qu'elles nous réservent. Et justement, l'une d'elles s'apprête à livrer un spectacle colossal dans le ciel de ces prochaines semaines, et est d'ailleurs déjà visible à l'œil nu, alors que certains commencent un peu prématurément à la qualifier de comète de la décennie, voire même, rêvons un peu, de la comète du siècle. Mais alors, comment observer cette comète? Quel est l'essentiel à savoir sur le sujet? Que peut-on déjà en dire maintenant et plus concrètement? Qu'est-ce qui différencie une comète d'un astéroïde? C'est surtout ça que je vous propose de faire ensemble le point dans cette vidéo. Après vous avoir invité à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, sachez que si vous envisagez l'achat de matériel astro, peluches en forme de terre, météorites, cartes du ciel, jumelles et autres, vous pouvez toujours aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description pour soutenir la chaîne gratuitement. Allez, sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. C'est 2023 A3 Tsuchinchan Atlas. Ce nom, qui n'est pas le plus facile à prononcer et m'aura demandé quelques tentatives, va probablement faire partie des grandes actualités spatiales de ces prochaines semaines et risque bien aussi d'apparaître dans les médias plus traditionnels. Il faut dire que des comètes visibles à l'œil nu, il en passe rarement. Si des comètes plus discrètes comme 13P Olbers ou 12P Pons-Brooks sont observables chaque année pour tout observateur doté d'une paire de jumelles ou d'un petit télescope, il faut aussi avouer que ces comètes sont bien modestes et plutôt destinées à un public d'astronomes amateurs avertis qui ne s'attendent pas à un spectacle époustouflant dans l'oculaire de leurs instruments. À ce titre, la dernière comète en date à avoir ravi les yeux du grand public fut Neowise, qui fut observable assez facilement dans le ciel de l'été 2020, et qui fut d'ailleurs une agréable bouffée de fraîcheur pendant la Covid. Bon, elle fut aussi du pain béni pour certains complotistes qui se mirent à imaginer que des particules de glace à des millions de kilomètres de la Terre pouvaient rendre les gens malades, mais ça on ne va pas en parler car je vais m'énerver. Car en tout cas voilà, en 2020 et aujourd'hui encore, impossible de savoir quand allait passer la prochaine grande comète. Elles sont capricieuses, difficiles à prédire et peuvent souvent nous décevoir à la dernière minute. Beaucoup des comètes les plus brillantes ont en fait des orbites très longues, s'éloignent très loin du Soleil et mettent littéralement des dizaines voire centaines de milliers d'années à revenir. On se souvient par exemple de comètes comme C2019 Y4 Atlas, qui, alors qu'elle s'apprêta à devenir facilement visible à l'œil nu, vit son noyau se fragmenter et sa luminosité quasiment disparaître. Si ça peut arriver à toutes les comètes qui n'ont pas un noyau suffisamment solide, dans son cas, c'était un peu moins surprenant. On suppose en effet que C2019 Y4 était un fragment d'une ancienne comète qui se fragmenta il y a près de 5000 ans. Fait intéressant d'ailleurs, c'est cette comète qui donna naissance à plusieurs des futures grandes comètes de l'histoire de l'humanité. Les comètes de 1106, 1882 ou encore 1965 partagent en effet toutes la même origine, venant d'une comète dont le noyau faisait probablement près de 150 km. À titre de comparaison, le noyau de la comète actuelle fait environ 2 km, et c'est déjà pas mal. D'ailleurs, ça me permet aussi de faire une transition vers deux points que je tenais à aborder. La structure des comètes dans leur apparence et leur fonctionnement en général. Car lorsque l'on observe une comète, c'est très rarement le noyau rocheux et riche en glace que l'on regarde. Et pour ça, je vous propose de ressortir une de mes anciennes photos de Neowise, je savais qu'elle finirait par servir, et de zoomer un petit peu sur tout ça. Au centre déjà, vous remarquerez un point brillant. C'est dans ce point, qui est un gros nuage de poussière et de glace, que se trouve le noyau de la comète, et donc la comète en elle-même. Une comète est en effet, pour le résumer simplement, une sorte d'astéroïde, mais au lieu d'être principalement constitué de roches, c'est un petit corps riche en glace, notamment d'eau et en poussière fine. Alors, disons-le, on observe aussi des astéroïdes montrant une activité cométaire, et il n'y a pas de limite parfaitement établie dans la nature. Mais voilà, pour avoir une comète, il faut un corps céleste de quelques centaines de mètres de diamètre environ pour les plus petites, et riche en glace et en poussière fine. Il faut ensuite que ce corps, qui vient très souvent de la ceinture de Kuiper au-delà de Neptune, s'approche du Soleil et se réchauffe, ce qui va progressivement vaporiser les glaces et les transformer en gaz, entraînant des dégazages parfois assez importants,
comme ici la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, vue par la sonde européenne Rosetta, et qui est une comète assez modeste. Alors je ne vais pas m'attarder dessus, mais elle est invisible à l'œil nu et ne se rapproche pas assez du Soleil pour être suffisamment active. Dans tous les cas, alors que la comète se réchauffe, on va voir se former autour de la comète une sorte de bulle de poussière et de gaz, que l'on nomme coma, et qui va, sous l'effet des vents solaires principalement, être soufflée dans l'espace et donner naissance à la queue principale de la comète. On voit aussi souvent apparaître une seconde queue, difficilement visible à l'œil nu, qui est créée par un gaz ionisé et donc chargé électriquement par le vent solaire, ce flot de particules émis en permanence par notre étoile. Et cette activité cométaire dans son ensemble est justement difficile à prédire. Elle dépend de la taille du noyau, de sa composition, de sa distance par rapport au Soleil, du fait que la comète se fragmente ou pas. Bref, un paquet de facteurs entrent en jeu. Mais pour en revenir à notre comète du moment, c'est 2023 A3 Tsunshin-chan Atlas, à vos souhaits, comète d'ailleurs découverte pour la première fois début 2023 et qui était déjà présente dans des données datant de décembre 2022, eh bien, dès sa découverte, elle montrait déjà un début d'activité cométaire, ce qui est assez tôt. Cette activité a en effet commencé au-delà de Saturne, et en général, il faut que les comètes se rapprochent un peu plus pour en arriver à ce stade. Dès sa découverte, il est assez évident que c'est 2023 A3 a le potentiel pour devenir une comète particulièrement brillante, ce qui ne fera que se confirmer tout au long de l'année 2024 alors que les observations d'amateurs se multiplient. Mais ce n'est qu'il y a quelques jours que les choses ont réellement, sérieusement commencé. Alors qu'elle s'approche de plus en plus du Soleil, elle devrait passer au plus près de lui le 27 septembre, et qu'elle passera au plus près de la Terre à 75 millions de kilomètres tout de même le 12 octobre, l'activité de la comète commence à se renforcer. Et même s'il sera possible de l'observer dans le ciel matinal à partir des environs du 27 septembre, car quasiment à ras de l'horizon est en France métropolitaine, et qu'elle sera bien plus facile à observer dans le sud de la France qu'en Belgique, c'est toujours à partir de mi-octobre que son observation deviendra plus facile dans le ciel du soir. Mais avant d'en parler, je tiens à dire une chose qui est extrêmement importante. Pour réussir à observer la comète et planifier au mieux votre observation, je ne peux que vous conseiller d'utiliser Stellarium. Que ce soit via la version pour navigateur ou l'application Android gratuite, je vous conseille quand même de l'ouvrir avant de quitter une zone où vous avez internet. Stellarium permettra de facilement régler votre localisation et planifier votre observation. Très honnêtement, en regardant au jour le jour et pour les jours suivants, elle permet de facilement planifier votre observation et la facilité va justement être importante alors qu'il y aura une belle différence entre le nord et le sud de la France. Mais réglons ici l'application sur Bourges, qui est une bonne moyenne pour la plupart de la France et vous permettra déjà d'un peu vous repérer. Repérable sur l'horizon matinal dès maintenant, elle sera visuellement plus éloignée du Soleil et plus facile à repérer le 29 au matin, en ayant une vue dégagée vers l'est, qui reste idéale. Elle deviendra ensuite de plus en plus difficile à observer alors qu'elle se rapprochera du Soleil, et il sera ainsi impossible de la trouver à partir du 5 octobre. Mais pas de panique, après quelques jours de transition, c'est dans le ciel du soir qu'elle apparaîtra une fois le 12 octobre, s'élevant dans la constellation du Serpentaire au fil du mois d'octobre. Mais il y a un mais. Le pic de luminosité ayant lieu le 7 octobre environ, elle commencera ensuite à devenir de moins en moins lumineuse, alors qu'elle s'éloignera du Soleil, se refroidira et que son activité se calmera. Et c'est là le problème, prédire sa luminosité est très compliqué, et pour le coup, Stellarium est très éloigné de la réalité. Retenez juste que plus le chiffre d'une magnitude est bas, plus un objet est lumineux. Un objet d'une magnitude de 1 par exemple 2,5 fois plus lumineux qu'un objet d'une magnitude de 2. Et avec un ciel sans aucune pollution lumineuse, on peut espérer voir des objets jusqu'à des magnitudes de 5 ou 6. Ces 2023 A3, elle, semble bien partie pour atteindre une magnitude au minimum proche de -1 à -3, voire même -4, ce qui ferait d'elle l'un des objets les plus brillants du ciel, qui sera hélas contrebalancé par le fait qu'elle sera assez basse sur l'horizon. Elle est en effet mieux observée dans l'hémisphère sud, mais avec un peu de chance avec la météo et les forces de la nature, on peut décemment espérer profiter d'un spectacle assez rare. Quant à ce qui est de la photographier, eh bien, un simple smartphone ou un appareil photo permettant de faire des poses longues, et avec une bonne mise au point, devrait faire l'affaire. Dans tous les cas, il va maintenant falloir la surveiller étroitement, et de mon côté, je tenterai de vous poster quelques mises à jour s'il y a lieu d'en faire. Allez, sur ce, bon ciel à tous et toutes, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.